Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, des débats, des chroniques, des reportages pour donner du sens à l'actualité et aux mutations de notre société. Voilà notre objectif tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 23 septembre. Être au service des Français, c'est ce qu'Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de Michel Barnier lors de son premier conseil des ministres. Mais la vraie question, c'est pendant combien de temps cette coalition des Républicains et des macronistes est sous la menace d'une motion de censure déposée par la gauche et votée par le Rassemblement national. Qui sont les poids lourds de l'équipe Barnier? Quelles seront ses priorités? Qu'en attendent les Français? Réponse dans une minute. Et puis dans la seconde partie de notre émission, cette décision allemande qui fragilise l'un des grands principes de la construction européenne, la libre circulation. L'objectif des mesures prises ici, à la frontière entre la France et l'Allemagne, est bien sûr de limiter l'immigration irrégulière, de lutter contre le trafic de migrants, mais aussi d'appliquer le refoulement de manière cohérente. Nous effectuons des contrôles non seulement à la frontière, mais aussi dans la zone du tramway, ainsi que dans le trafic ferroviaire transfrontalier, par exemple dans les trains régionaux. L'Allemagne rétablit les contrôles à ses frontières et c'est toute la politique migratoire européenne qui est remise en question. Faut-il craindre un effet domino que vont faire les voisins, l'Autriche, la Pologne, mais aussi le nouveau ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau? Ne ratez pas l'analyse de nos experts, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, on vous raconte la première journée du gouvernement Barnier. C'est l'heure des passations de pouvoir et des bonnes intentions, Fabien Recker. Le premier conseil des ministres a duré une vingtaine de minutes, le temps pour le nouveau gouvernement Barnier de prendre ses marques. Dans la matinée, les passations de pouvoir se sont succédées. Bruno Retailleau est arrivé au ministère de l'Intérieur et a annoncé ses priorités en forme d'inventaire. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. L'ancien patron des sénateurs LR, Place Beauvau, symbole d'un gouvernement qui penche à droite. Composé de visages de la Macronie et de nombreuses personnalités venues des Républicains. À l'image de Sophie Primas, la sénatrice des Yvelines devient ministre déléguée au commerce extérieur dans le gouvernement Barnier et s'apprête à travailler aux côtés des macronistes, qu'elle a longtemps critiqués en tant que parlementaire. C'est la nouvelle situation politique qui nous oblige tous à réviser notre modèle de réflexion politique et de gouvernance. Donc moi, ce qui m'a décidé, c'est la présence évidemment du Premier ministre, Michel Barnier. Je l'appréhende avec beaucoup de responsabilité. Je pense que je ne pourrais pas aller contre mes convictions dans ce gouvernement, mais c'est pas ce que nous demande Michel Barnier. Pour Sophie Primas et ses nouveaux collègues, la journée avait débuté par un petit déjeuner à Matignon autour de Michel Barnier. Pas d'esbrouf, a-t-il ordonné à ses troupes, leur demandant d'agir avant de communiquer. Prochaine étape clé pour le nouveau gouvernement, le discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée. Tout le monde lui prédit un bail à Matignon de courte durée. Et justement, et si ce gouvernement Barnier durait? On a décidé d'inverser la logique. On en débat avec Blanche Leridon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne et chargée d'enseignement à Sciences Po. Franck Morel, bonsoir et bienvenue. Vous êtes avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon, de plusieurs ministres. Et vous êtes expert à l'Institut Montaigne. Richard Verly, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Correspondant France Europe pour le média suisse Blick et auteur avec François d'Alençon du livre Le bal des illusions qui est paru chez Grasset. Et Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Éditorialiste politique, bienvenue à vous. Allez, une question générale pour commencer. Blanche Leridon, qu'est-ce que vous retenez de l'architecture générale de ce gouvernement? Alors sur ce même plateau la semaine dernière, j'ai attiré votre attention sur 3 points qui, selon moi, devaient retenir un petit peu notre vigilance dans la composition du gouvernement. Je mentionnais d'abord la présence des sortants et la place qu'occuperaient les membres du camp présidentiel. Le deuxième point, c'était évidemment la place des LR et la capacité pour Michel Barnier d'aller chercher des hommes et des femmes politiques de gauche. Et puis le dernier point, c'était la place qu'occuperaient les territoires dans ce nouveau gouvernement. Et je vais commencer par ce dernier point, parce que ça n'a pas été beaucoup commenté ces dernières heures, et pour moi c'est assez important. Déjà, vous avez en numéro 3 dans l'ordre protocolaire du gouvernement, Madame Vautrin, qui est en charge du partenariat avec le territoire et de la décentralisation.
Et ça, en termes de symbole, en termes de marqueur politique, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et qui surtout pour moi, parce qu'on va beaucoup en parler, j'imagine, aujourd'hui, on n'est pas dans une coalition, on est dans une forme de continuité avec le macronisme originel et la composition même de ce gouvernement en est le reflet. Mais là où il y a peut-être un marqueur un peu différenciant, c'est dans cette place occupée par les territoires, dans la composition et dans ses membres. Même dans l'origine territoriale des ministres, c'est ça. Exactement, puisque nos confrères du Grand Continent ont fait une étude très intéressante. Ils ont cartographié les lieux de naissance de l'ensemble des ministres de ce nouveau gouvernement et ils ont remarqué que la distance médiane entre leur lieu de naissance et Paris était 210 km, là où elle était d'une dizaine de kilomètres à peine. C'était très francilien. Des gouvernements à la fois d'Elisabeth Borne et de Gabriel Attal. Donc, si on essaie, parce qu'on est effectivement dans une émission plutôt constructive, on va s'interroger sur les conditions de maintien de ce gouvernement-là, avec tous les défauts bien sûr qu'il a de représentativité, et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant cette émission. Mais le premier point sur lequel j'aimerais insister, c'est sur celui-ci, cette capacité peut-être, et c'est important, pardon, je conclue là-dessus, et c'est ce que je disais aussi la semaine dernière. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les seuls élus qui sont un petit peu épargnés par la défiance politique, ce sont les élus de terrain et de territoire. Et donc, voilà, si on essaie de trouver un interstice un peu de positif ou optimiste dans la composition de ce gouvernement, c'est peut-être celui-ci. Je rebondis là-dessus, Franck Morel. Est-ce que ça peut être un atout pour durer, ça ? Ça, c'est difficile à dire, parce qu'en réalité, ça dépend de facteurs qui sont indépendants de la composition du gouvernement. Ça dépend de facteurs liés à la capacité qu'ont deux mouvements politiques ou ensemble de mouvements politiques, d'un côté Marine Le Pen et le Rassemblement national, et d'autre côté les partis composant le nouveau Front populaire, d'appuyer sur le bouton de la dissolution. Voilà. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on ressent bien, et ce que dit Blanche l'illustre parfaitement, on ressent bien la volonté qui a été celle de Michel Barnier de soigner de manière millimétrée les différents équilibres par rapport à ce qui constitue une majorité relative très ric-rac. Si on fait les comptes, c'est combien de députés là ? Si on fait les comptes, si on additionne Renaissance, les mouvements de l'ancienne majorité présidentielle, LR, plus quelques partis de ce qui constitue l'IOT, je pense aux parlementaires UDI notamment, on arrive péniblement à 230, quelque chose comme ça, à peu près. C'est-à-dire, on est grosso modo à environ une cinquantaine ou une soixantaine de la majorité absolue. Alors, ça donne une forme de légitimité, ce calcul et cette addition. Alors, je ne sais pas s'il faut employer le terme de coalition, à partir du moment où une coalition, souvent, c'est quelque chose qui est plutôt formalisé. En tout cas, dans les pays où on constate la mise en place d'une coalition, c'est un contrat qui est formalisé, c'est-à-dire il y a une négociation sur le fond. On a eu ça très en surface, très en surface, et on était plus sur des négociations liées aux personnes ou aux affichages que renvoyaient ces personnes. Et aux partis politiques, au nombre de représentants de chaque parti. Aux représentants de chacune des partis politiques. Peut-être un peu sur le fond, avec quelques lignes jaunes. Je pense à la réforme des retraites, par exemple. Mais sinon, on est resté très en surface par rapport à ça. Mais voilà, l'idée dominante, quand même, c'est cette recherche extrêmement précise, extrêmement fine, d'équilibre par rapport à ces différentes composantes de cette vraie fausse coalition. Et puis il y a l'un des premiers mots qui a été mis en avant par Michel Barnier, c'était juste après la nomination de son gouvernement, c'est le mot compromis. Alors c'est un message destiné aux parlementaires évidemment, mais peut-être aussi à ses propres ministres, Richard. Oui, c'est sûrement le cas, et en tout cas c'est ce qu'il veut, puisqu'il l'a répété lors de son entretien télévisé. Il a de nouveau fait l'éloge du compromis. Moi, je pourrais être très complémentaire. Moi, ce qui me frappe, c'est justement que ce sont beaucoup de parlementaires, donc des gens qui connaissent la mécanique parlementaire, et on comprend pourquoi. Parce qu'il va falloir mettre les mains dans le cambouis quasiment au quotidien pour essayer de trouver des combinaisons qui évitent justement la jonction des oppositions que vous évoquiez. Mais moi, avec un petit peu de recul, je dirais, vu de l'étranger, ce qui me frappe, c'est l'absence de poids lourd. C'est-à-dire que, et là, on a un poids lourd, quelqu'un qu'on présente aujourd'hui comme un poids lourd, Bruno Retailleau, mais très franchement, à l'international, il n'était pas très connu. C'est vrai qu'en France, il a du poids, ici, dans cette maison particulièrement, mais à part lui,
il n'y a pas de figure connue. Et d'ailleurs, moi j'ai des copains correspondants qui m'ont appelé en me disant c'est qui, on les connaît pas, etc. Ça c'est nouveau de la part de Michel Barnier. Ça trahit une chose. Alors, n'en dites pas trop parce qu'on va expliquer pourquoi et donc je vous redonnerai la parole après d'un mot, parce que. Non, ce que je pense, c'est que ce qui joue pour lui et la manière dont il veut jouer, c'est le collectif. Il a toujours été comme ça. Moi, je l'ai connu à Bruxelles quand il menait des équipes. C'est quelqu'un qui a la réputation d'être un homme du collectif, un homme d'équipe, et là, on le voit bien. Ouais. Alors, il y a quand même un ministère qui est inédit, qui est quand même assez révélateur des tensions potentielles à l'intérieur de son propre gouvernement. C'est Marie-Claire Carrère-Gée, qui est sénatrice LR de Paris, ancienne secrétaire générale adjointe de l'Élysée sous Jacques Chirac. C'était le second mandat de Chirac. Elle devient ministre déléguée chargée de la coordination gouvernementale. Franck Morel, vous qui avez été à Matignon, c'est le boulot de Matignon, ça, c'est le boulot du Premier ministre. Normalement, c'est le boulot de Matignon. Et on pourrait dire sous forme de boutade qu'on avait, et qu'on a d'ailleurs dans le gouvernement aussi, un ministère des relations avec le Parlement, mais on a aussi un ministère des relations internes avec le gouvernement. Le job, en réalité, qui sera probablement celui de ce ministère, c'est un job lié à la planification des différentes opérations des uns et des autres. Je n'ose imaginer que certains ministres ne vivent ça comme une forme d'œil de Moscou, puisque Marie-Claire Carrère-Gée est proche de Michel Barnier. Elle était sa directrice de campagne au moment des primaires. Des primaires LR, LR, voilà. Et donc je n'ose imaginer effectivement le regard qui peut être porté par certains ministres sur ce qui peut être vécu comme effectivement quelque chose d'assez intrusif. Donc comme dans tous les cas où on crée un nouveau ministère, où on crée une nouvelle fonction, la fonction en réalité elle va être créée par la personne qui la tient. Et par sa capacité à se faire une place en réalité par rapport aux autres ministres. On n'est même pas dans le choc de simplification. On va chercher à tailler un élément et on peut dire ça comme ça. On a 39 ministres et on invente un ministre chargé de coordonner tous ces ministres, mais qui n'est pas le Premier ministre. Enfin, je veux dire, c'est quand même aberrant. Non, mais on se dit, et si ce gouvernement Barnier durait, c'est peut-être pour ça. Lui aussi, il s'est dit, pour que je dure, il faut que je mette de l'huile entre mes... Comme si ce gouvernement avait les tuyaux pleins de projets de loi à sortir. Or, on sait qu'il va difficilement légiférer, ce gouvernement, puisque il n'y a pas de majorité, on l'a répété un nombre de fois incalculable. Donc ça va être comme si tous ces ministres avaient une activité tellement dense qu'il fallait les coordonner. On verra. Ça, moi, je pense plutôt pour le garde-chiourme ou l'œil de Moscou. Peut-être moins une question de coordination que de cohérence, parce que la porte-parole du gouvernement, c'est Maud Bréjon, qui vient, elle, du camp présidentiel. Donc peut-être que c'est une façon aussi d'équilibrer, parce que le porte-parole là, c'est quand même vous qui avez la main sur le narratif, sur la façon dont vous racontez l'histoire de ce nouveau gouvernement, ce qui peut même paraître un tout petit peu étonnant, qu'elle n'appartienne pas au camp de Michel Barnier. Et donc peut-être que c'est une façon aussi d'équilibrer pour qu'il y ait un partage de la garantie de la cohérence de ce gouvernement entre la porte-parole et puis cette nouvelle ministre qui est créée. On disait que le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National, ils ont le doigt sur le bouton censure, mais on peut quand même regarder aussi du côté de Gabriel Attal. Richard Verlidan, oui, sauf qu'il dans cet équilibre instable, il est un peu menaçant dès les premiers jours. Il est menaçant, je dirais, il est menaçant dans le verbe, dans les mots, mais il est quand même coincé. Il ne peut pas être celui qui va prendre la responsabilité de mettre en difficulté le gouvernement de Michel Barnier. Je vois que Mathieu fait un peu la moue, peut-être qu'il le fera, mais pas tout de suite en tout cas. Je dirais que dans les 6 mois prochains, je serais très étonné que Gabriel Attal passe à l'offensive contre ce gouvernement, sauf s'il y avait, je dirais, une ligne quelconque, je n'ai pas la couleur, qui serait franchie, par exemple les fameuses réformes sociétales qui seraient remises en cause. Entendons-nous, les réformes sociétales, Michel Barnier ne va pas détricoter le mariage pour tous. C'est une escroquerie. Gabriel Attal le fait pour qu'on parle de lui, pour faire apparaître comme le défenseur des grandes réformes sociétales qui ne sont pas menacées par Michel Barnier. J'en veux pour preuve que quand Gabriel Attal a pris Catherine Vautrin dans son gouvernement, Catherine Vautrin, qui était opposée au mariage pour tous, il était où le grand défenseur des réformes sociétales? Ça ne l'avait pas chagriné à l'époque. Non, Gabriel Attal, il fait de la politique. Et la moue que je faisais quand Richard parlait, c'est que je me disais, personne ne se sent lié par ce gouvernement. Et c'est le gros problème de ce gouvernement qui peut fonctionner parce qu'il y a des talents, on l'a dit, des gens qui viennent des territoires, des gens qui connaissent leur dossier. Mais d'un point de vue parlementaire, d'un point de vue de ce qu'on appelait la majorité, en tout cas de parti politique, personne ne se sent lié. Vous allez voir que Laurent Wauquiez, il ne va pas se sentir lié par ce que dit Michel Barnier. Vous allez voir que Gabriel Attal, c'est plus son affaire. Il n'a pas décidé la dissolution, il n'a pas décidé la nomination. Donc je pense que s'ils peuvent jouer le rôle de sniper de temps en temps, ils s'en priveront pas. Avec plaisir. Gouvernement dans lequel Didier Migaud, ancien président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, devient donc garde des Sceaux. On l'écoute. Je souhaite que nous puissions ouvrir
les méthodes, mieux travailler, mieux gérer. Ce n'est pas seulement une question de moyens, même si les moyens, bien sûr, sont essentiels, j'y reviendrai. Et je le dis à l'heure où la situation des comptes publics impose vraisemblablement à notre pays des efforts collectifs. C'est une question de volonté et d'adhésion collective à un projet de transformation qui nous rende plus efficaces et fiers. Didier Migaud, qui est numéro 2 dans l'ordre protocolaire, Blanche Leraison, c'est pour bonifier la seule personnalité de gauche de ce gouvernement. C'est ça, et puis pour créer aussi, je parlais d'équilibre tout à l'heure entre Maud Bréjon et la nouvelle ministre en charge de la cohérence gouvernementale. Là aussi, il y a une volonté d'équilibrer, très certainement, avec Bruno Retailleau à l'intérieur. On sait à quel point ces deux ministères sont liés, et donc peut-être que Didier Migaud, qui est la seule prise, effectivement, à gauche, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'assimilait plutôt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ça fait un petit moment qu'il n'est plus député socialiste. Il était, on va dire, proche de Laurent Fabius. Voilà, il avait fait partie de l'équipe de campagne de Ségolène Royal en 2007. Il ne faut pas du tout nier. Donc, je pense qu'effectivement, le positionnement protocolaire, la volonté aussi de créer un petit équilibre dans la dynamique avec Bruno Retailleau, c'est ça qui a primé dans ce choix-là. Franck Morel. Oui, il y a quelque chose d'assez curieux quand même, et une interrogation qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir par rapport à la nomination de Didier Migaud. C'est voilà quelqu'un qui a été président de la Commission des Finances. Voilà quelqu'un qui a dirigé la Cour des comptes. Donc, on l'attendait à un ministère plutôt dans la sphère Bercy, dans la sphère économique. Et il est garde des Sceaux. Et donc, ça veut donc dire que ce qui a primé dans l'affectation de Didier Migaud, c'est peut-être, comme vient de le dire Blanche, un souci d'équilibre par rapport à l'affectation de Bruno Retailleau à l'intérieur. Donc on voit bien qu'on a un duo qui demandera à être coordonné par la ministre en charge de la coordination, d'un côté à l'intérieur, de l'autre à la justice. Il vient de la gauche, mais on peut difficilement dire que c'est une caution de gauche aujourd'hui, parce qu'il a pris sa carte du PS depuis 2010, et c'était pas non plus, j'entends bien, mais c'était pas non plus une figure de la gauche humanitaire ou de la gauche droit de l'hommisme, comme on disait. Enfin, c'était exactement. Il a un profil très finance. Barnier ne brandit pas ça, il s'en est pas vanté. Absolument. Bon, on parlait de cet équilibre à trouver entre Didier Migaud et Bruno Retailleau, justice intérieure. Écoutons justement le sénateur, enfin l'ancien président du groupe LR ici au Sénat, Bruno Retailleau. La politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale. C'est ce qui nous donne une légitimité pour agir, quelles que soient les circonstances politiques. La politique de la majorité nationale, avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Bon, l'ordre, ça nous rappelle quelques souvenirs en termes de communication. Je voudrais pas forcément insister là-dessus parce que je pense que un peu tout le monde l'a fait. Mais moi, il y a cette formulation, Richard Verly, qui m'intrigue. La politique de la majorité nationale. Alors, je vais aller au bout de ma transparence. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça pourrait être Marine Le Pen qui le dit. Oui, exactement. Parce que majorité nationale, ça me fait penser, moi, à ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, ou en tout cas les propos qu'on lui a rapportés sur le pays est à droite. C'est cette idée qu'effectivement, il y a une majorité du pays qui est à droite. Mais si on dit ça, on inclut le Rassemblement national, automatiquement. Et d'ailleurs, c'est aussi un constat de lucidité, quoi, d'une certaine façon. Absolument. Donc je crois que les termes, alors soit c'est une ambiguïté voulue, et dans ce cas, ça confirme ce qui a été beaucoup dit et écrit, à savoir que ce gouvernement est, je dirais, couvé, adoubé, toléré par le Rassemblement national et qu'il va faire en sorte de satisfaire peut-être un certain nombre de personnes au Rassemblement national pour le neutraliser, ou alors ça veut dire autre chose, c'est-à-dire que Bruno Retailleau voit peut-être demain une majorité de droite traditionnelle redevenir impériale. Or, il me semble que pour le moment, la droite traditionnelle, elle est quand même en repli. Oui. Donc, pour moi, effectivement, pour répondre à votre question, ça inclut de facto le Rassemblement national. Alors, on va parler du RN là, dans un instant, mais cette politique de la majorité nationale, qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être pas grand-chose, peut-être le seul à avoir à chercher un double sens. J'ai l'impression qu'il serait intéressant de voir, puisque c'est une citation du général de Gaulle, de voir dans quel contexte le général de Gaulle a fait cette remarque. Et je formule l'hypothèse que cette remarque a dû être formulée dans une hypothèse qui faisait référence
au recours du général de Gaulle au référendum sur un certain nombre de sujets. Et donc, on mesure, à travers ce probable contexte de la phrase originale du général de Gaulle, l'écart par rapport à la signification que veut y mettre sans doute Bruno Retailleau, avec toutes les questions fort judicieuses, effectivement, que vous venez de soulever. La durée de vie de ce gouvernement, c'est la question centrale de notre débat. Et forcément, on tourne nos regards vers le Rassemblement national. Écoutons le député Le Pénis de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Nous, on attend le discours de politique générale de M. Barnier. Qu'est-ce qu'il va annoncer comme chemin pour notre pays? Qu'est-ce qu'il va annoncer comme mesures concrètes, très rapides sur le budget? Et on jugera sur pièce. Ce qui est vrai, c'est que depuis quelques jours maintenant, et quand j'écoute M. Barnier hier soir, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'hier, on a eu pendant plus de 30 minutes un discours, une prise de parole très longue, et il faut bien le dire, avec très peu d'informations concrètes. On l'a toujours dit, effectivement, c'est nous qui déciderons si oui ou non ce gouvernement a un avenir. Blanche Leridon, le Rassemblement national, il va mettre en scène son absence, j'allais dire son soutien, son absence de censure, on va dire ça comme ça. Est-ce que pour vous, c'est un vrai levier de pression sur le contenu, c'est-à-dire sur les réformes que Michel Barnier peut porter finalement? Alors, il faut savoir que ça n'est pas anodin de voter la censure, et si demain, effectivement, parce qu'on sait que le nouveau Front populaire la votera, et que si les voix du RN viennent s'ajouter aux leurs, on a une majorité absolue. Sauf que c'est pas neutre en termes de conséquences politiques et institutionnelles, et que le Rassemblement national n'a peut-être pas intérêt à ce qu'on replonge encore dans une séquence de chaos et de recomposition des forces politiques, parce que eux ont peut-être intérêt à ce qu'il y ait une phase un peu plus longue où ils poursuivent la formation de leurs troupes, où ils remettent un peu d'ordre dans leur propre rang, et donc que ce gouvernement-là tienne un tout petit peu plus longtemps qu'à l'issue de la déclaration de politique générale et de l'adoption du budget hypothétique, c'est peut-être finalement dans leur intérêt. Donc évidemment, on le voit déjà, et alors dans la prise de parole hier du Premier ministre sur France 2, on reste sur des termes qui sont extrêmement flous. Quand on parle d'immigration, on parle à la fois d'humanité, de fermeté. Sur les impôts, on dit oui un petit peu, mais pas trop, etc. Donc on voit qu'il marche un petit peu sur des œufs aujourd'hui, et que c'est en grande partie lié au fait qu'il est sous la surveillance du Rassemblement national, mais pas que, qu'il est aussi sur la surveillance du NFP. Donc oui, ça va le contraindre dans les marges de manœuvre, mais il ne faut pas imaginer non plus que tout ce que vient de dire M. Tanguy, il faut prendre de façon littérale, et eux-mêmes ont des intérêts propres totalement dissociés de la dimension programmatique que va proposer ce gouvernement. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Il y a une partie de poker menteur dans ce à quoi on est en train d'assister. Richard Verly, mais en fait, ça va être notre prisme ou notre biais à nous, c'est-à-dire que toute réforme de Michel Barnier sera passée à l'aune d'un possible deal non écrit avec le Rassemblement national, ou alors d'une volonté de ne pas se placer en situation d'être censuré par le Rassemblement national. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, sans doute, surtout sur les sujets immigration, sécurité, sur ce genre de sujets qui constituent un peu la base du Rassemblement national. Oui, alors le reste... Non, mais imaginons qu'il y ait une réforme du mode de scrutin. On dira tout de suite, ah bah ça c'est cadeau pour le RN. Alors pour le coup, le RN n'est pas le seul à la demander. C'est ce que j'étais en train de dire, alors que beaucoup de partis le demandent. Non, mais je crois, cela dit, moi je crois une chose, c'est que Michel Barnier est quand même, peut-être que je lui prête des qualités qui ne vont pas s'avérer vraies, est suffisamment malin pour arriver, d'ailleurs on le voit dans la composition de ce gouvernement, pour arriver à scander certaines mesures qui seront jugées favorables au Rassemblement national avec d'autres qui pourrait l'antagoniser. C'est-à-dire, je le vois bien comme une espèce d'alchimiste où il va donner des gages, mais il est un homme d'ordre, Michel Barnier. Il est lui-même un homme d'ordre. Et rappelez-vous de sa proposition quand il était candidat à la présidentielle sur l'immigration, le moratoire, etc. Donc là-dessus, il va être fidèle à lui-même. Côté budget, côté pouvoir d'achat, je ne pense pas que le Rassemblement national obtiendra ce qu'il voudrait. Alors Mathieu, un mot rapide, ensuite peut-être Franck, et après on passe au poids lourd. Je pense qu'il n'y aura pas de grande réforme. Non. Il faut le dire. Ils vont légiférer le moins possible. Il faut un budget, ça n'y a pas le choix. Il faut un budget. La fin de vie, c'est dans les tuyaux, pourquoi pas. Mais pour réformer l'éducation nationale, il n'y a pas besoin d'une loi.
pour réformer pour la sécurité et l'ordre public, la même chose, même pour l'immigration d'une certaine manière. Donc ils vont se passer au maximum du Parlement. En fait, il y a une clé de lecture très simple par rapport à l'attitude du Rassemblement national, c'est quel est son intérêt électoral. Donc Blanche l'a dit tout à l'heure, son intérêt électoral n'est pas forcément de provoquer une dissolution. Aujourd'hui, c'est pas possible, donc en tout cas de provoquer le chaos aujourd'hui. Son intérêt électoral n'est pas non plus dans l'autre sens d'apparaître comme un soutien ou quelqu'un de trop bienveillant à l'égard du gouvernement, d'où ce chaud et ce froid. Mais on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Et on évoquait, il y a quelques secondes, la question du mode de scrutin. Quand Marine Le Pen parle de proportionnelle, ce n'est pas la même proportionnelle que celle qui est demandée à d'autres endroits de l'échiquier politique, puisqu'elle parle d'une proportionnelle à la mode municipale. C'est-à-dire une proportionnelle qui donne une très forte prime majoritaire. Avec une prime majoritaire. Je ne suis pas sûr que ça soit la proportionnelle souhaitée par d'autres parties de l'hémicycle. Et donc, François Bayrou, par exemple. Et donc, il est fort probable que là, on arrive à un moment donné sur cette ambiguïté et qu'on ne puisse pas aller, ce qui de mon point de vue est une bonne chose, parce que la proportionnelle n'est pas un gage d'efficacité dans les pays où elle est appliquée. Mais en tout cas, on va sans doute atterrir sur se scratcher sur cette ambiguïté, c'est très clair. Mathieu, ça a été souligné, cette absence, ou en tout cas, il n'y a pas beaucoup de poids lourds dans ce gouvernement. Pourquoi ? J'ai réfléchi à l'instant, d'abord parce qu'il n'y a plus beaucoup de poids lourds en politique. Non, mais franchement, il y a un poids lourd à l'extrême droite, Marine Le Pen, un poids lourd à gauche, Jean-Luc Mélenchon, et dans ce marais central que constitue désormais la Macronie et la droite, pas beaucoup de poids lourds. Il y a des anciens premiers ministres, mais des gens qui ont des troupes, qui ont une doctrine, qui ont un poids électoral et un poids médiatique. Il n'y en a pas des masses. Mais il n'y en a pas au gouvernement, d'abord parce que Michel Barnier n'en a pas voulu. D'une certaine manière, dans un gouvernement où tous les équilibres ont été subtilement pesés au trébuchet, vous faites rentrer un éléphant là-dedans et ça fiche tout par terre. Donc il n'y a rien de pire pour un chef de gouvernement que d'accueillir dans son équipe des ténors dont l'ambition dépasse de loin l'horizon de leur ministère. Et avec des présidentielles dans 3 ans, le risque était encore plus grand de voir des prétendants tirer la couverture à eux ou jouer perso. Vous remarquerez que pour donner l'exemple, Michel Barnier, hier, a d'ailleurs dit qu'il ne s'était pas roulé par terre pour être Premier ministre et il a même ajouté qu'il ne serait pas candidat en 2027, histoire d'éviter qu'on ne le soupçonne de jouer sa propre partition. Bon, en même temps, on imagine mal Michel Barnier se rouler par terre. Mais ça, c'est un autre débat. Parlons du patron des députés LR, Laurent Wauquiez, qui a failli atterrir place Beauvau. Oui, parce que lui, sa réflexion, elle s'est jouée en 2 temps. D'abord, vous vous souvenez, l'été dernier, il avait dit pas de coalition, même pas de participation au gouvernement. Ça n'avait aucun intérêt pour lui d'aller tenter de sauver un paquebot macroniste au risque de brouiller son image, de devoir partir à la première motion de censure et d'abîmer ses chances pour 2027. Et puis, il y a eu la nomination de Michel Barnier, ça a changé la donne. Il a fini par s'y résoudre, mais il voulait que le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est le plus fastoche. Vous allez à Bercy, il y avait plein de réformes horribles à faire, soit augmenter les impôts ou tailler la dépense. Vous allez à la justice, là on aurait dit à la droite, alors qu'est-ce que vous faites, vous qui vous plaignez toujours de la justice laxiste, faites-les vos mesures. Donc il avait dit Beauvau ou rien. Et le problème, c'est qu'il a été barré par le président de la République et le Premier ministre qui ont dit non, à Beauvau, on va mettre Bruno Retailleau, avec qui on a l'habitude de dealer au Sénat et qui paraît beaucoup plus solide et sérieux. Et donc du coup, Laurent Wauquiez va conserver son poste de patron des députés LR. Il n'a pas pleuré longtemps, parce que c'est quand même beaucoup plus confortable, parce que ça permet soit d'endosser ce qui marche, soit de se démarquer quand il y a un échec en disant non, j'y suis pas, un pied dedans, un pied dehors, et de jouer sa petite musique pour le coup pour 2027. Alors des poids lourds ou mi-lourds, allez, chez les macronistes. Alors pour Édouard Philippe ou Gabriel Attal, quand vous êtes ancien Premier ministre, vous n'allez pas siéger dans un gouvernement, en plus pour Gabriel Attal, alors qu'il venait d'en sortir. Et puis, vous ne pouvez pas occuper un simple Marocain, vous n'avez pas besoin d'ajouter une ligne à votre CV. Pour Gérald Darmanin, ça aurait pu être un peu différent. On sait qu'il aurait bien aimé y rester, mais que sa personnalité à la fois clivante et surtout son appétit ont eu raison de son maintien au gouvernement. Ce qui n'est pas forcément un bon calcul de la part de Michel Barnier, parce que le risque pour le Premier ministre, c'est de se retrouver avec des gens qui, j'en parlais tout à l'heure, vont commencer à faire de la politique. On a vu avec Gabriel Attal sur les questions des lois sociétales, tout d'un coup, qui lui a glissé une peau de banane. On l'a vu avec ce Gérald Darmanin sur les impôts, qui a glissé aussi une peau de banane. Tout d'un coup, Gérald Darmanin, grand défenseur de la baisse des impôts. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux les avoir dedans que dehors ? Ça, c'est la limite de l'exercice. Quant à ceux qui ont choisi d'être dehors, pour le coup, le risque pour eux, c'est d'être condamnés à continuer à parler et non pas à faire ou à exister politiquement pendant 3 ans. Tiens, votre avis rapide, parce qu'il y a encore pas mal de thèmes à aborder. Je commence peut-être avec vous, Richard Verly, sur Gérald Darmanin.
Il voulait le Quai d'Orsay, de ce qu'on en sait, hein, Mathieu. Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur stratégique de Michel Barnier? Je ne crois pas. Non, pourquoi? Je pense que Michel Barnier, d'abord, je ne suis pas certain qu'il soit en empathie avec Gérald Darmanin. Et je pense que, pour le coup, l'appétit de l'intéressé ne convenait pas à Michel Barnier. Vous aurez remarqué, bon, il y a le côté poids lourd, mais il y a autre chose. Il veut des techniciens, soit des techniciens du Parlement, soit des techniciens de leur domaine. Finalement, Gérald Darmanin n'est pas un technicien, c'est un généraliste qui a réussi, on pourrait dire. Et ça, je ne pense pas que c'est le profil dont voulait Michel Barnier. Votre avis sur Gérald Darmanin? Je partage ce qui a été dit. Hein. Une autre figure intéressante, c'est quand même celle de Laurent Wauquiez, qui n'y est pas, et qui fait peut-être le pari de se dire, bon, le pouvoir, maintenant, il va être au Parlement, donc c'est là où tout va se jouer. Donc, conserver aussi des figures fortes des Républicains à l'Assemblée nationale, c'est important pour ne pas qu'ils soient tous dans le gouvernement. Et donc il y a une dialectique un peu intéressante qui se fasse entre l'Assemblée, le Sénat aussi. Donc il va falloir suivre d'ailleurs qui va remplacer Bruno Retailleau à la présidence de son groupe au Sénat. D'ailleurs, parenthèse, ça ouvre pas mal de questions sur le bureau de l'Assemblée nationale, puisque vous avez Annie Genevard qui était au sein de ce bureau et qui est nommée ministre. Vous avez 2 présidents de commission, Antoine Armand et Jean-Noël Barrot, qui présidaient respectivement la commission des affaires étrangères et celle des affaires économiques. Par qui est-ce que ces 2 personnes qui ont quitté le navire de l'Assemblée vont être remplacées? C'est la grande question. Et vu la façon dans laquelle les élections ont été faites en juillet dernier, ça peut éventuellement créer encore un peu des soubresauts. Alors, des questions à l'Assemblée, des questions ici au Sénat. Tiens, justement, parmi les nouveaux venus, il y en a pas mal qui sont issus de la droite sénatoriale, et notamment François-Noël Buffet, qui est le nouveau ministre des Outre-mer. Écoutons-le. Je voudrais, Madame la Ministre, sans être trop long, terminer ce propos en vous disant que le Premier ministre a décidé de rattacher, en tous les cas, de donner au ministère un ministre de plein exercice, avec la volonté d'être rattaché à Matignon. C'est là aussi pour marquer, je le crois fortement, la volonté de ce gouvernement d'avoir en préoccupation première l'avenir de nos territoires d'outre-mer et de nos compatriotes. Et j'accueille Steve Jourdain. Bonsoir Steve, bonsoir, pour Thomas. Nous présenter effectivement ce gouvernement très sénatorial. Ah oui, c'est du jamais vu Thomas, jamais dans l'histoire récente autant de sénateurs n'avaient intégré le gouvernement. Ils sont 10 au total, parmi eux 6 viennent de la droite sénatoriale. Dans le détail, on va voir les 2 figures principales de ce mercato. Peut-être le numéro 10, c'est Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Beaucoup de choses ont déjà été dites à son sujet. Il est surnommé parfois ici le Lucky Luke de la proposition de loi pour sa rapidité à déposer des textes. Il est nommé donc ministre de l'Intérieur. Autre figure du Sénat, François-Noël Buffet, il est le président de la commission des lois. Il devient ministre des Outre-mer. Il a du pain sur la planche. Il devra notamment gérer le dossier de la Nouvelle-Calédonie. À noter qu'il a participé à une mission d'information du Sénat sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Il connaît donc plutôt très bien le dossier, Thomas. Il y a aussi à noter 4 sénatrices de droite qui intègrent ce gouvernement. Oui, elles sont membres ou rattachées au groupe LR ici au Sénat. Commençons par Sophie Primas. C'est une proche de Gérard Larcher, ancienne présidente de la commission des affaires économiques du Sénat. Ce matin, on l'a suivie dans ses premiers pas au gouvernement. Elle est nommée ministre déléguée chargée du commerce extérieur. Aujourd'hui, c'est une femme politique heureuse. Écoutez-la. Ça faisait une dizaine de jours que les noms, les tractations se faisaient entre les différents intervenants politiques. Et jeudi soir, en fait, Michel Barnier m'a appelé. Tant que le Premier ministre ne l'a pas annoncé, et même tant que le secrétaire général de l'Élysée ne l'a pas annoncé sur le perron de l'Élysée, les choses ne sont jamais sûres. Certaines époques. Autre sénatrice, Laurence Garnier, élue de Loire-Atlantique, elle est nommée secrétaire d'État à la consommation. Elle a été pressentie au ministère de la Famille, mais face aux critiques sur son profil trop conservateur, c'est finalement la sénatrice Agnès Canayer qui hérite du portefeuille. Agnès Canayer, sénatrice de Seine-Maritime, elle est secrétaire de la commission des lois. C'est une proche d'Édouard Philippe. À noter que la nouvelle ministre de la Famille a voté au printemps en faveur d'une loi qui vise à interdire les traitements médicaux
médicaux pour les mineurs transgenres. Et puis enfin, vous en parliez tout à l'heure Thomas, Marie-Claire Carrergé, sénatrice LR de Paris, elle est haut fonctionnaire proche de Michel Barnier, elle s'occupera de la coordination gouvernementale. Mais il n'y a pas que des sénatrices et sénateurs de droite qui vont rentrer. Il y a aussi des élus centristes. Parmi eux, la sénatrice UDI d'Ille-et-Vilaine, Françoise Gatel, elle hérite du ministère chargé de la ruralité. C'est un dossier qu'elle connaît sur le bout des doigts au Sénat. Elle présidait la délégation aux collectivités territoriales. Autre figure du Sénat, Nathalie Delade, sénatrice de Gironde. Elle est membre du Parti radical et devient ministre des Relations avec le Parlement. Son rôle est de fluidifier les échanges entre l'exécutif, les députés, les sénateurs. Bonne chance. Un sénateur macroniste fait aussi son entrée au gouvernement. Thomas, il s'agit du sénateur de Mayotte, Thani Mohamed Soili. Il devient secrétaire d'État chargé de la francophonie. Et puis il y en a un qui ne bouge pas, Sébastien Lecornu. Il est ministre des Armées. Oui, mais on l'oublie parfois un peu. Il a été élu sénateur en 2020. On ne l'a jamais vu CGSI. On n'est pas prêt de le voir puisqu'il a donc été reconduit au ministère des Armées. Merci beaucoup, Steve. Franck Morel, est-ce que le centre de gravité du pouvoir législatif se déporte un petit peu vers le Sénat ? Forcément, le fait que dans les différents mouvements politiques qui composent... je ne sais pas s'il faut appeler ça une majorité, compte tenu du contexte politique. LR joue une part conséquente, et comme LR est très puissant au Sénat, mécaniquement, évidemment, ça aboutit à ce que la place du Sénat est particulièrement regardée, particulièrement importante. Le fait que Bruno Retailleau, qui occupait également une place importante dans la majorité sénatoriale, soit à un rang important dans ce gouvernement, illustre aussi cette tendance. Donc bien évidemment, dans la navette parlementaire sur les rares textes qui vont être proposés au Parlement, nul doute qu'effectivement, ça sera sans doute plus facile au Sénat de pousser un certain nombre de choses que face à une assemblée extrêmement morcelée et composite. Alors on dit que ce sont des politiques et des techniciens, Richard Verly, mais est-ce qu'ils sont forcément à leur poste de compétence ? Pour Françoise Gatel, on l'a vu, oui, c'est très clair. Pour d'autres, on peut se poser la question. Oui, mais il faudrait regarder les domaines les plus importants, je pense. Et si on fait le tri entre des domaines les plus importants et des attributions qui sont peut-être là pour contenter les partis politiques, eh bien, regardez, prenons l'exemple de l'outre-mer. Voilà quelqu'un qui connaît très bien le dossier, ou en tout cas qui le connaît bien, notamment sur le plan institutionnel, et c'est la clé, puisqu'il y a eu 3 référendums, je le rappelle, en Nouvelle-Calédonie, et c'est quelqu'un qui est directement rattaché au Premier ministre. Donc là, on a la compétence, le budget également, avec Laurent Saint-Martin, et puis on pourrait prendre l'intérieur avec Bruno Retailleau, qui quand même connaît ces sujets. Donc moi, je crois que globalement, si on établit le critère de compétence, il est assez bien respecté. Alors il y en a une qui d'ailleurs est très commentée, dont la nomination est très commentée, c'est Anne Genetet, la députée macroniste des Français, disons d'Asie, qui est à l'Éducation nationale, qui a d'ailleurs fait un discours ce matin où elle a raconté en gros son histoire personnelle, elle a redécouvert qu'elle avait des grands-parents enseignants. Pas seulement, des grands-parents, une tante... Voilà, mais je dirais là, c'est un peu l'anomalie, mais par contre, elle connaît... Là, pour le coup, c'est une technicienne du Parlement qui s'est imposée comme une bonne parlementaire. Et peut-être ce ministère a-t-il besoin, de temps à autre, de ne pas avoir de professionnels de la profession. Rappelons le traumatisme Jean-Michel Blanquer et les difficultés qu'a pu rencontrer Blanquer, qui connaissait par cœur ce ministère. Moi, je trouve étonnant de voir des ministres maintenus, Rachida Dati à la culture ou Sébastien Lecornu à la défense, et d'autres ministres qui changent de case, alors que ce sont des dossiers qui méritent un peu de vue à long terme et un peu de stabilité. Vous prenez Guillaume Casbarian au logement, qui était auteur d'une loi, qui sera peut-être reprise. Le logement, c'est du temps long. Et là, poum poum, il se retrouve ailleurs. Et oubliez le logement. La santé a vu 7 ministres en 7 ans. Le dernier, c'est Frédéric Valletoux. Alors, il est pourtant dans l'équilibre. Il aurait pu être dans l'équilibre de ce gouvernement. Et bien sûr, l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, évidemment. Un point intéressant, c'est quand même le maintien de figures macronistes dans ce qu'on appelle le domaine réservé. C'est-à-dire que le maintien de Lecornu à la défense et aux armées, vous savez, ce domaine réservé, c'est cette notion qui désigne des pans de politique publique qui seraient attribués, mais il n'y a aucune règle écrite qui le prévoit, au président de la République. Et donc le fait que Sébastien Lecornu reste aux armées, le fait que Jean-Noël Barrot, qui est aussi un proche d'Emmanuel Macron, soit aux affaires étrangères avec à ses côtés Benjamin Haddad, qui est un fidèle député macroniste
socialiste depuis cette nouvelle législature. Ça, c'est assez révélateur. Et je crois que ce sera très intéressant de regarder dans les jours qui viennent comment est-ce que le président de la République va se comporter. Est-ce qu'il va devenir un président de la République en mode domaine réservé? On sait qu'il part demain à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Est-ce qu'à partir de demain, c'est un président qui va uniquement s'occuper des affaires internationales et européennes et de défense et qui va laisser la main libre à Michel Barnier pour s'occuper des affaires courantes et des politiques publiques nationales? Ça, tout reste à écrire. On verra à partir de demain comment il va se comporter. Forcément, je me tourne vers vous, Franck Morel, qui l'avez vécu de l'intérieur. C'est une question extrêmement intéressante parce qu'on voit bien qu'on est face à quelque chose de totalement nouveau sous la Ve République. La Ve République, depuis son origine, a réussi à montrer sa souplesse, sa malléabilité et s'est adapté à toute une série de situations extrêmement différentes. Il y a eu notamment 3 cohabitations. Et là, alors le néologisme coalition exigeante, effectivement. On cherche des néologismes, des termes pour désigner la donne politique. J'ai entendu maj-opposition aujourd'hui, majorité et opposition en même temps. C'était Roland Lescure, effectivement, qui a évoqué ça. Et donc, on est face à quelque chose de nouveau, et face à cette situation politique nouvelle sur la Ve République, tout le monde va regarder, effectivement, de quelle manière le curseur des relations entre le président de la République et le Premier ministre est positionné par rapport aux différentes périodes qu'on a pu connaître où le curseur était très en faveur du Premier ministre au moment des cohabitations, mais même à certaines périodes de la Ve République hors cohabitation. Je pense aux origines de la Ve République, lorsque le général de Gaulle laissait Michel Debré, Georges Pompidou par exemple, piloter pleinement l'action gouvernementale, et puis des périodes plus proches de nous, plutôt après la mise en place du quinquennat, où effectivement c'était plutôt le président de la République qui avait la main de manière même très importante, très forte, sous Nicolas Sarkozy notamment, ou sous Emmanuel Macron à certains moments. Et là, on est face à quelque chose de nouveau où effectivement chaque acteur va devoir prendre ses marques, se positionner par rapport à ça. Alors un indice qui vaut ce qui vaut, séminaire gouvernemental qui est prévu vendredi à Matignon, Michel Barnier réunit son gouvernement, il y aura une photo officielle mais qui sera prise là, à Matignon, et sans le président Emmanuel Macron. Bon, voilà, je livre ça, je ne sais pas trop si ça garantit à Michel Barnier un non-interventionnisme du président de la République dans les prochaines semaines, on verra bien. Votre avis, Richard Verly? Mon avis, c'est que c'est un peu risqué pour Emmanuel Macron de se positionner en président du domaine réservé, parce que sur ce domaine réservé, je dirais, il a quand même pas mal de difficultés. Il a pas mal de difficultés côté européen, on l'a vu, l'épisode Thierry Breton, où il a cédé à la pression, à la demande d'Ursula von der Leyen, et puis par ailleurs, il a quand même une difficulté qui va être celle, des moyens. C'est-à-dire que si la France doit intervenir, si la France doit, par exemple, sur les questions d'armement au niveau européen, ou livrer davantage de missiles à l'Ukraine et autres, il faut les produire. Donc il faut dégager des budgets. Donc à ce moment-là, on sonne à la porte de Matignon et on dit, au fait, on a besoin d'argent. Donc le président ne peut pas être le président d'un domaine seulement réservé. Il va bien falloir qu'à un moment donné, sur ces sujets, d'ailleurs Michel Barnier s'est montré très conciliant, les deux hommes travaillent plus ou moins main dans la main. Et puis Blanche Leury, notamment sur le théâtre européen, parce que Michel Barnier, c'est quand même un atout dans le jeu d'Emmanuel Macron. Donc je pense que sa logique de Premier ministre, et je pense qu'il y a un respect des institutions, il va rester un peu en retrait, mais quand même, il va aussi un peu jouer sa carte, Michel Barnier. Bien sûr, et comme on parlait énormément là d'un affaiblissement présumé de la France sur la scène européenne, dont le marqueur aurait été effectivement la démission de Thierry Breton, mais il n'y a pas uniquement cet élément-là. Donc oui, il va falloir suivre de très très près ce qui se passe avec cette nouvelle commission. Il faut déjà que notre commissaire soit nommé, parce que pour le moment, il y a eu une présentation officielle du collège des commissaires, mais il faut encore qu'elle soit entérinée par les eurodéputés et votée en plénière par le Parlement européen d'ici la fin de l'année. Donc oui, là, il y a un enjeu, et il aurait tort de se priver de Michel Barnier, dont on sait qu'il est très identifié sur la scène européenne, qu'il est associé aux négociations réussies sur le Brexit, et qu'il aura lui-même un volontarisme à aller sur ces enjeux-là. Donc il y a sûrement un petit duo à trouver, mais avec la prééminence quand même, à mon avis, de la figure présidentielle. Je suis assez d'accord avec vous. Un mot là-dessus pour conclure. Je me souviens qu'au moment de la première cohabitation, en 1986, les commentateurs disaient « Oulala, le premier qui tire est mort puisque les deux acteurs ont intérêt à ce que ça se passe bien ». Mais en réalité, quand on regarde comment, par exemple, cette première cohabitation s'est déroulée, il y en a bien un qui a tiré en premier, puisqu'à l'époque, par exemple, François Mitterrand avait refusé, le 14 juillet, de signer des ordonnances
en matière de privatisation. Et donc, on voit bien qu'à travers cette période qui s'ouvre, il y a aussi un jeu de posture des deux acteurs. Oui, mais sur la scène internationale ou européenne, il faut quand même parler d'une seule voix. Mais Chirac et Mitterrand avaient dit... Le sommet de Nice, par exemple, sur le domaine réservé, ils étaient raccords. Mais en général, il y a un jeu de posture, effectivement. Et on voit bien que le jeu du président de la République, ça va être aussi de tirer profit de tous les sujets où il pourra apparaître comme ayant un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à des sujets plus conflictuels. C'est en tout cas la posture du président de cohabitation. Alors on n'est pas en cohabitation, mais certains comportements peuvent s'en rapprocher. Ça aurait été beaucoup plus facile avec le Rassemblement national à Matignon. Oui, n'oublions pas un élément qui compte. Vous savez, la fameuse phrase de Kissinger, le téléphone, j'appelle qui en Europe. Il y a pas mal de chefs d'État et de gouvernement qui connaissent Michel Barnier, précisément parce qu'il a été négociateur du Brexit. Donc peut-être que quelquefois, les chefs d'État et de gouvernement, notamment européens, après avoir parlé avec Emmanuel Macron, passeront un coup de fil à Matignon, à Barnier, parce qu'ils le connaissent, en disant, au fait, est-ce que c'est sérieux, pas sérieux, et est-ce que je peux y aller? Non, mais c'est comme ça que ça va se passer. C'est un parce très bon argument. La caractéristique à Bruxelles, c'est que tous ces gens se retrouvent dans une même salle, une fois tous les 3 mois. Michel Barnier, pendant toute la période du Brexit, il y était à chaque fois. Oui, il y a les chefs d'État ou de gouvernement, et puis il y a aussi, on l'a déjà dit une fois sur ce plateau, mais je trouve que c'est intéressant de le rappeler, toute l'équipe qui formait le team Barnier quand il était négociateur du Brexit, ils étaient plusieurs dizaines, qui ont essaimé à des postes de responsabilité dans les différentes institutions bruxelloises. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Richard, le titre du livre que vous avez écrit avec François d'Alençon, Le bal des illusions. On est aux éditions Grasset.